Ouais. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir lors de ce troisième webinaire organisé par l'École de santé publique de l'ULB et son centre de recherche en politique et système de santé internationale. Donc, nous allons cette fois-ci avoir une confrontation de différentes approches, de différents avis par rapport aux droits des patients et vraiment dans le contexte de cette pandémie que nous vivons maintenant depuis plus d'une année. Ce webinaire se situe dans le cadre ou en relation avec la Journée européenne des droits des patients qui était la semaine passée, le 18 avril. Et donc, je voudrais vraiment que l'on garde en mémoire le lien que nous faisons avec cette journée européenne. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir et l'intérêt d'écouter plusieurs intervenants et intervenantes. Tout d'abord, un cadre juridique va être repositionné par Thérèse Locoge. Vous allez ensuite pouvoir avoir des visions croisées, mais plutôt les patients et les professionnels qui sont à leur quotidien, ou tout au moins à leur chevet au quotidien, étant les infirmiers en particulier. Vous allez avoir un positionnement de ces droits des patients dans le cadre des politiques de santé et voir en quoi les politiques de santé peuvent interférer, influencer et impacter les droits des patients maintenant dans le cadre de la pandémie liée au coronavirus Covid-19. Et puis la proposition d'un outil vert, le certificat numérique. Donc successivement, Madame Lecoq va vous parler du cadre juridique. Monsieur Lecoq, les perspectives croisées patients-infirmiers. Yana Karadzic vous fera une intervention en anglais sur l'impact des politiques publiques et des politiques de santé sur le droit des patients. Et Eric Van den Oude viendra nous présenter un outil numérique qui peut, je dirais, faciliter la reconnaissance du droit des patients, mais aussi leur intervention, leur participation à leur parcours de soins et à aller mieux. Cette session sera modérée par Elisabeth Paul, qui est directrice du centre de recherche, et je vais directement passer la parole à la première intervenante et vous remercier en tout cas tous et toutes pour votre intérêt, mais aussi pour vos interventions, vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat de la conversation et Elisabeth Paul reviendra sur les réponses avec notre panel de différents intervenants. Une très bonne heure de midi. À bientôt. Voilà, je pense que je suis invitée à prendre la parole puisque je suis effectivement la première intervenante aujourd'hui. J'espère, je vais mettre mon PowerPoint en diaporama, comme ça je pense que vous le verrez mieux. Enchantée de vous rencontrer. Bonjour à tous et à toutes pour partager effectivement ces réflexions autour de la loi sur les droits du patient en temps de pandémie. Donc, il m'a été demandé j'espère que vous voyez bien tous le PowerPoint, il m'a été demandé de vous brosser ce cadre juridique et donc je voulais vous le faire avec deux propositions. La première, de vous rappeler donc les principales dispositions de cette loi et puis chaque fois de vérifier tant au niveau des droits généraux qu'elle prévoit que des droits spécifiques, la manière dont ceux-ci ont été appliqués, voire ont été limités en temps de pandémie. Alors, vous verrez aussi que dans le PowerPoint, il y a des dias qui sont grisés. C'est tout à fait volontaire de ma part. Je pense que le but de ce séminaire, c'est de pouvoir commencer et continuer une réflexion
Donc, il va s'imposer dans le paysage et nous permettre, à des moments divers et sous des formes diverses aussi, de pouvoir continuer ce dialogue autour de la loi sur les droits du patient. Et donc, pour le permettre, je vous ai fait un PowerPoint plus complet pour reprendre l'ensemble des droits, même si, évidemment, ici, compte tenu du temps qui m'est donné, je ne vais m'attarder que sur certains d'entre eux. Alors, bref, petit rappel des caractéristiques de cette loi sur les droits du patient, qui est une loi de 2002, essentiellement donc construite au travers de 4 préoccupations. La première, de reconnaître l'autonomie du patient, en mettant évidemment en évidence les besoins d'information et donc la nécessité de son consentement, mais aussi avec une dimension de santé publique en permettant d'axer les soins sur l'expression des besoins du patient. Seconde préoccupation, c'était d'établir une égalité juridique entre le patient et le prestataire, ou de manière large au niveau également des hôpitaux, plutôt qu'une déontologie de devoir de chacun des prestataires. De définir le rapport juridique entre les patients, les prestataires et les hôpitaux, et enfin de disposer d'un texte qui était unique et donc plus cohérent que plusieurs sources de droit. Alors, je ne reviens pas évidemment sur tous les côtés exceptionnels de la période que nous vivons par cette pandémie. Évidemment, je m'axe principalement sur les hôpitaux, puisque c'est l'endroit où je travaille. Et donc, la surcharge du système hospitalier de manière générale est une préoccupation constante. Alors, les définitions, je ne reviendrai que sur celle du praticien professionnel. Qu'est-ce que je vous souhaite mettre en exergue? Eh bien, le fait qu'au-delà des professions auxquelles nous pensons tous, des médecins, des infirmiers ou des kinésithérapeutes, en fait, la loi sur les droits du patient vise un nombre considérable de praticiens professionnels que je vous ai énumérés au travers de ces dias-là. Et ce sont tous ces prestataires professionnels qui ont l'obligation de respecter les droits du patient, donc de respecter les dispositions qui sont prévues dans la loi sur les droits du patient, pas seulement les hôpitaux ou les personnes morales, les centres de jour de manière générale. Pardon, je revenais à mon avis. Voilà. Quels sont les droits généraux maintenant pour en venir au cœur de cet échange de ce séminaire? Alors, la loi ne les appelle pas des droits généraux, c'est moi qui les qualifie ainsi dans un but pédagogique. Tout d'abord, c'est de permettre de dispenser des prestations de qualité. Prestations de qualité qui doivent répondre aux besoins du patient, tout en respectant sa dignité et son autonomie. Ce ne sont pas nécessairement des valeurs éthiques qui se rejoignent, donc elles sont souvent en tension. Quelle est la part de l'autonomie dans la dignité? Ce sont véritablement des valeurs éthiques qui sont toujours largement discutées. Le droit à ne subir dans le chef du patient aucune discrimination, qu'elle soit liée à l'âge, au genre, à la condition sociale. Et enfin, le droit qu'il a de pouvoir choisir son praticien professionnel, sauf si la loi prévoit un autre régime. C'est le cas, par exemple, de la médecine de contrôle ou de la médecine pénitentiaire. Alors, comment est-ce que ces droits se sont déclinés en temps de pandémie? Alors, j'ai essayé de le regrouper au travers de 3 axes. D'une part, l'accès aux soins. D'autre part, la disponibilité des soins. Et enfin, la qualité des soins. Alors, j'ai, compte tenu encore une fois du temps qui m'est imparti et de manière à pouvoir lancer vraiment la discussion, j'en ai fait une sorte de liste, absolument pas exhaustive, mais qui me semblait révéler finalement les applications, les dérogations les plus importantes qui ont pu être relevées, qui sont toujours d'application pour une part maintenant. Alors, la première qui est évidemment fondamentale, c'est la décision qui a été prise par nos autorités de reporter les soins non urgents, autrement dit de limiter l'accès aux hôpitaux aux patients porteurs de pathologies décrites comme non urgentes. Alors, il n'y a pas eu de définition prévue par la loi, ce sont des décisions médicales. Et de pouvoir, et on a d'ailleurs vu que au travers des différentes vagues, ces décisions ont été appliquées différemment. Nous sommes partis
d'une limitation très stricte pendant la première vague à une ouverture plus grande de l'hôpital lors de la deuxième vague, conscient là de toutes les conséquences extrêmement préjudiciables dues au report de soins qui avait été prévu lors de la première vague. C'est donc une réservation des lits des hôpitaux pour les patients atteints de la Covid-19, avec même un pouvoir hiérarchique qui est donné au médecin-chef de par la loi, dans le respect des instructions qu'il donne sur la réservation de ces lits. Troisième grand thème, c'est la priorisation des soins. Je dis vraiment grand thème, et vous verrez que je vous ai mis une bibliographie en fin de présentation pour tous ceux qui sont intéressés par ces problématiques et qui voudraient aller plus loin. Et donc une priorisation des soins sur base de critères médicaux avec une attention éthique à la vulnérabilité sociale. Une interdiction de la discrimination, alors j'ai repris notamment celle basée sur l'âge pour faire écho à beaucoup de préoccupations qui se sont exprimées à juste titre, notamment dans le cadre des décisions de non-transfert de certains résidents de maisons de repos et de soins, où des études sont en cours pour pouvoir déterminer quels étaient vraiment les critères de ces décisions. Enfin, il n'y a pas de lien, on n'a pas fait de lien entre la prise en charge et des critères de mérite personnel ou de fonctions qui seraient exercées, donner priorité par exemple aux soignants ou à certaines fonctions considérées comme essentielles dans la société. Et nous devons, nous aussi, maintenant, ramener les patients vers l'hôpital pour leur prise en charge, parce que, effectivement, alarmés par toute une série de messages, les médecins ou les soignants sont confrontés à des pathologies qui se sont aggravées pendant cette période aussi. Disponibilité des soins. Ça touche évidemment à l'organisation des soins au niveau du pays et puis à la solidarité et à le transfert entre hôpitaux dans le pays ou hors de la médecine. Alors, les systèmes de soins sont des systèmes de vases communicants entre ce qu'on appelle généralement la première ligne et puis la ligne spécialisée, la ligne des hôpitaux. On a parlé aussi d'étendre certains services, notamment les services de soins intensifs, et puis on s'est rendu compte de la limitation en raison d'un manque de personnel. Les attributions et les acquisitions des équipements de protection individuelle, tout ça sont des réalités qui se sont également imposées pendant ces crises de pandémie. En termes de qualité des soins, j'ai relevé trois éléments qui me paraissent aussi importants. C'est la formation intensive de professionnels hospitaliers dont ce n'était nullement la spécialité et qui ont pu ainsi être alloués à la prise en charge des patients atteints de la Covid. C'est une loi sur la délégation des actes. Là aussi, vous rappellerez qu'il y avait eu un premier essai qui avait été pris par le ministre de la Santé précédente, Madame De Blocq, loi qui a finalement été rapportée en raison de sa contestation très vive et auquel s'est substituée cette loi du 6 novembre 2020, qui a une durée jusqu'au 1er octobre 2021, elle est temporaire, elle doit suivre la pandémie, et qui prévoit qu'en mode extrêmement dégradé, et faute de présence infirmière disponible, eh bien, on doit pouvoir faire appel à d'autres professionnels, voire à des tiers, de manière à pouvoir assurer aux patients les soins vitaux qui leur sont nécessaires. Et enfin, les autorisations des visites n'ont été données qu'au compte-gouttes, et ça a certainement évidemment aussi un impact sur la qualité des soins. Beaucoup de soignants et de patients ont décrit une grande solitude par cette limitation, voire interdiction des visites. Si je quitte le domaine de mes droits généraux et que j'en viens maintenant aux droits spécifiques, c'est-à-dire aux droits qui sont reconnus aux patients, il y en a 5. C'est tout d'abord le droit à l'information, qui est la base du consentement éclairé. Si le patient n'a pas les informations utiles et nécessaires, il ne peut évidemment prendre une décision par rapport à son état de santé. Il doit pouvoir ainsi exprimer son consentement, et le consentement est effectivement individuel. Et on sait que même si le patient retire son consentement, il demeure qu'il a droit à des prestations de qualité. Un élément qui a aussi, ou une possibilité légale dont il a été fait usage lors de cette pandémie, est l'élaboration de ce qu'on appelle dans la loi une directive anticipée, c'est-à-dire la possibilité pour le patient de refuser un traitement
et des patients ont ainsi fait part de leur décision, soit de ne pas être admis au niveau d'un hôpital, soit d'être admis dans certains services de l'hôpital, soit de ne pas recevoir certains types de traitements. Et donc, c'est une possibilité légale qui a été bien présente dans le cadre de cette pandémie. Vous avez aussi le droit à la conservation, à la consultation, à la copie du dossier du patient, qui doit pouvoir évidemment avoir accès aux données de santé. Et enfin, les deux derniers droits, c'est le droit à la protection de la vie privée et de l'intimité, qui recouvre principalement le secret professionnel et tout ce qui concerne la communication, le traitement de ces données de santé, et d'autre part, la protection de sa vie privée, de son intimité, soit par les conditions dans lesquelles lui sont dispensés les soins, soit par la présence des personnes qui sont réunies à cette fin. Alors, j'attire un peu votre attention parce que il a été prévu dans la loi de 2002, mais ça résonne particulièrement compte tenu de ce temps de pandémie, d'une possibilité de dérogation par la loi, précisément en vue de la protection de la santé publique ou des droits et libertés des tiers. Donc, protection de la santé publique, c'est ce qui nous occupe tout particulièrement. Et donc, cette dérogation n'est pas prévue de manière générale pour l'ensemble des droits du patient. Elle est prévue ici, en particulier pour la protection de la vie privée et de l'intimité. Et enfin, dernier droit, c'est le droit à obtenir une médiation, puisque la loi a institué la possibilité d'établir une meilleure communication entre le patient et le ou les prestataires de soins par le biais d'une triangulation, c'est-à-dire de l'intervention d'un médiateur qui va tenter de trouver une solution à la plainte, au litige ou à la restauration de la communication. Si le patient n'est pas capable lui-même d'assumer ses droits, il sera représenté, mais avec toujours la grande règle de son association le plus possible dans la mesure de ses capacités. Comment se sont déclinés ces droits spécifiques en matière de pandémie? Là encore, nulle volonté d'en dresser une liste exhaustive, mais bien de l'illustrer par différents exemples. En ce qui concerne le respect de l'autonomie, qui dit autonomie dit compréhension. On a pu constater que des patients qui ne s'expriment pas dans nos langues nationales, nous avions des difficultés de communication avec eux par une présence plus restreinte des équipes, notamment de médiation interculturelle, et donc le fait de passer par la famille. Or, on sait que cette triangulation-là n'est pas toujours la meilleure, particulièrement dans des périodes de crise. Le respect des directives anticipées, je vous en ai déjà parlé. L'attribution d'un statut du patient qui s'est fait de manière beaucoup plus systématique et normalement dès l'admission du patient. Alors ça consiste en quoi? Mais ça consiste à déterminer finalement les modalités de prise en charge afin d'éviter un acharnement thérapeutique. Et donc c'était de pouvoir, compte tenu de ce que le patient évidemment exprimait et de ses besoins en matière de santé, de pouvoir déterminer jusqu'où la prise en charge pourrait intervenir. L'élaboration d'un plan de soins personnalisé, qui est évidemment plus large que ce qu'on appelle un statut du patient et qui a été vraiment une recommandation éthique majeure tirée de cette période de pandémie. Le transfert possible du patient sans son consentement en cas d'urgence, prévu par la loi, lorsqu'il fallait véritablement essayer de décharger un hôpital et de lui recouvrer une capacité en lit par le biais de ce mécanisme de solidarité que je vous ai décrit. Et enfin, on a connu aussi parfois des situations de proches qui revendiquaient des soins que j'ai qualifiés à tout prix, donc qui étaient considérés comme de l'acharnement thérapeutique par les médecins, comme des admissions en USI ou un recours au respirateur. Toutes ces décisions ont été sans doute mieux formalisées dans le dossier du patient, compte tenu de leur effet médico-légal aussi. Droit au libre choix du prestataire, il y a bien sûr eu des dérogations, particulièrement dans une médecine de crise, particulièrement dans une médecine au niveau des soins intensifs, dans lesquels il est déjà rare de choisir ces prestataires qui travaillent en continu dans le cadre d'une équipe. Et enfin, j'en terminerai, je pense que comme ça j'ai respecté mon horaire, par la médiation.
J'en parlais avec des collègues médiateurs dans les hôpitaux qui ont vécu avec les familles, les patients des périodes et les soignants des périodes éprouvantes par l'interdiction des contacts directs, donc ils se sont faits essentiellement par téléphone dans des situations évidemment très difficiles, particulièrement en fin de vie, et il faut bien le dire, une confrontation, ou en tout cas un abord rude du grand public dans la connaissance du monde de l'hôpital, où finalement c'est un monde qu'on approche lorsqu'on est concerné ou lorsque l'un de nos proches est concerné, mais où là, en raison de cette pandémie, le grand public a été confronté à des notions de priorisation de soins, de patients qui peuvent être admis ou pas à certaines thérapeutiques, et donc les périodes de crise ne sont pas toujours évidemment les meilleures pour permettre ce rôle sociétal d'information et de formation. Voilà, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions, bien sûr. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à M. Lecoq et M. Néron. Voilà, bonjour à tous et toutes. Ravi d'être avec vous ce midi, en compagnie de mon collègue André Néron. Je me présente, Dan Lecoq, je suis enseignant-chercheur à l'école de Paris, ici à l'ULB. Et je vais co-intervenir ce midi avec André. André est directeur du bureau partenariat patient de la faculté de médecine ULB. Et nous allons vous proposer, comme Thérèse, une perspective partielle, certainement, mais croisée, en croisant le regard des patients et de professionnels, en l'occurrence de professionnels infirmiers, sur les droits des patients durant cette période de pandémie de Covid-19. Donc un choix que nous avons fait, compte tenu du temps aussi, de partager certains éléments de réflexion. Alors, pas revenir sur tout ce que Thérèse a introduit dans la première partie, mais notre réflexion a été guidée par le fait que, indépendamment, ou plutôt en plus de la loi sur les droits des patients d'août 2002, et qui fixe un ensemble de droits que Thérèse a rappelé et détaillé, s'impose aussi aux professionnels et aux professionnels de la santé d'autres considérations, des considérations qui sont à la fois des considérations de nature déontologique, où là aussi des lois, des règles, des normes vont s'imposer à eux et dont on attend de leur part une forme d'obéissance formelle, et d'autre part des considérations de l'ordre de la morale et de l'éthique. Toutes ces considérations en temps de crise devant, tant que faire se peut, se concilier pour agir en vue du bien d'autrui et du bien général. Et quand on envisage en particulier des questions en lien avec la santé publique, on se rend compte assez rapidement que les valeurs des différentes parties prenantes dans une période comme celle que nous traversons peuvent fréquemment rentrer en conflit, car les objectifs des uns et des autres peuvent être fondamentalement différents. Là où des valeurs associées aux finalités de santé publique peuvent être mises en avant par les responsables politiques, par les autorités publiques, par les gestionnaires du système de soins de santé, avec des valeurs comme la santé, le bien-être, le bien commun, l'utilité et l'efficacité de certaines mesures, eh bien d'autres parties prenantes, la société au sens large, les citoyens qui la composent et donc les patients également, vont pouvoir mettre en avant et vouloir favoriser des valeurs comme l'autonomie, la liberté, la justice, par exemple, dans le cadre de leur propre vécu de cette expérience. Les professionnels, quant à eux, vont se référer à leur propre cadre de référence aussi, avec des valeurs comme par exemple la rigueur scientifique,
ou la prudence, la confidentialité de la vie privée qui vont là aussi potentiellement rentrer donc en conflit avec les valeurs des autres parties prenantes. Donc un cadre compliqué dans lequel les perspectives des uns et des autres vont varier selon aussi leur position dans le système. Ah, alors, voilà. Quand on parle de bénéficier d'une prestation de soins de qualité, on doit s'interroger sur ce que ça signifie, je pense, pour les uns et les autres. Et nous allons donc, là vous avez reconnu le premier droit que nous allons évoquer, André et moi. Bénéficier d'une prestation de soins de qualité, qu'est-ce que ça veut dire des soins de qualité? Alors, on pourrait chacun, je crois, formuler une réponse personnelle à cette question. Pour le Centre fédéral d'expertise des soins de santé belge, qui est l'organisme qui finalement définit le cadre de référence, de nouveau, le cadre d'évaluation de la performance de notre système de soins de santé, la qualité peut être appréhendée selon 5 sous-dimensions: l'efficacité des soins, leur adéquation, notamment par rapport aux dernières connaissances scientifiques, la sécurité, la continuité des soins et la centralité du patient, un terme sur lequel on aura l'occasion de revenir probablement dans la suite de l'exposé. Alors, bénéficier d'une prestation de soins de qualité en période de pandémie, ça va interroger chacune des sous-dimensions de cette qualité. Tout d'abord, l'efficacité et l'adéquation. C'est une maladie qui reste, heureusement de moins en moins, mais en tout cas, au départ, était une maladie totalement inconnue. Et la question pour tous les professionnels de la santé, et donc pour les infirmiers comme pour les autres, c'était que faire pour bien faire par rapport à cette méconnaissance d'une maladie émergente qui nous frappait et frappait au cœur de notre système de soins de santé. La deuxième sous-dimension de la qualité qui a été tout de suite interrogée, c'était la continuité des soins par rapport à la désorganisation dans un premier temps et puis à la réorganisation des soins et des services. Thérèse l'a évoqué dans son introduction aussi, qui fondamentalement a bouleversé l'ensemble de l'organisation du système, avec des conséquences sur les patients. La sécurité, quatrième sous-dimension de la qualité, face à une maladie qui non seulement était inconnue, mais de surcroît apparaissait et est contagieuse, et hautement contagieuse, comment assurer dans ce contexte des prestations de soins de qualité du point de vue de la sécurité des patients et de la sécurité du personnel de soins de santé qui devait les mettre en œuvre. Et nous avons tous et toutes, je pense, en tête les images des reportages qui ont été réalisés à cette occasion et qui reflètent la stricte réalité des soins hospitaliers en cette période de pandémie auprès des personnes qui font cette expérience de maladie de la Covid-19, avec des professionnels vêtus des pieds à la tête, de pieds en cap, avec des équipements de protection individuelle qui les handicapent fortement à la fois dans leur efficacité, mais aussi dans le cadre de leurs interactions avec les patients dont ils s'occupent, dont ils prennent soin. Enfin, la question de l'accessibilité, qui, à proprement parler, selon le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, ne fait pas partie de la qualité, mais à notre sens, oui. Cette question de l'accessibilité des soins et des services en situation de pandémie a été évidemment hautement questionnée également dans le cadre de cette crise. Je vais passer la parole à André. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je vous ai perdu pendant plusieurs minutes. Nous t'entendons très bien, André. Très bien. Alors, choisir librement son praticien dans le cadre de la pandémie et pour les patients, que ce soit des patients partenaires ou pas, quel que soit leur droit, ça devenait un peu compliqué. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques,
On l'a évoqué tantôt, la première intervenante le disait à juste titre, tout a été concentré sur la pandémie. Alors, quelqu'un qui avait le droit d'avoir des soins, il y a un système qui redevenait très paternaliste, qui déterminait que certaines pathologies n'étaient pas urgentes. Mais pour la personne malade, que ce soit un cancer ou autre chose, il y a des situations qui font que la personne se sent dans l'urgence. Et les informations transmises n'étaient pas toujours adéquates, que ce soit par les autorités ou par les médias interposés, médias traditionnels ou généraux. Je suis en relation avec des dizaines de patients et qui, même s'ils connaissaient leurs droits, et on le sait, les juristes le savent mieux que moi, dans la loi ou dans les règles, il y a ce qui est écrit, mais il y a l'esprit de la loi aussi, ou la lettre ou le message qu'on veut faire passer. Alors, les gens se sentaient très brimés, que ce soit une personne qui avait eu une chirurgie au mois de janvier, comme par exemple une tumeur au cerveau, qui avait des rendez-vous prévus dans les semaines et les mois suivants, qui ont été reportés parce que tout allait bien, semble-t-il. Mais la personne, elle était quand même préoccupée. Des chirurgies en orthopédie qui n'ont pas été faites. Au Québec, d'où vient mon accent, 150 000 chirurgies dans la dernière année n'ont pas eu lieu et on parle de chirurgies importantes. Ce sont les statistiques du ministère de la Santé. Donc, le droit des patients a été mis de côté à plusieurs égards, mais aussi les informations, parce qu'on vivait une situation et on vit encore une situation où on fait face à beaucoup d'imprévus. Les professionnels, que ce soit les infirmières et infirmiers, sont aussi aux prises avec ces imprévus. Ils doivent aussi gérer les soins qu'ils accordent de manière adéquate avec des imprévus. Donc, les droits des personnes de façon générale ont été mis de côté pour certains malades. Comme l'évoquait André, la question de l'information, en tout cas du point de vue des professionnels infirmiers, selon mon point de vue, ce ne sont que des points de vue personnels ici que nous vous livrons, a été extrêmement compliqué. Compliqué aussi par le fait qu'il s'agisse à la fois, je l'ai déjà dit, d'une maladie contagieuse, mais aussi d'une maladie grave. Et qui dit maladie grave, quand on est professionnel de la santé, dit aussi toute une série de précautions dont il faudrait s'entourer en matière de communication et d'information aux patients. Je penserai, et j'illustrerai simplement par cet exemple de l'annonce du diagnostic. L'annonce du diagnostic de la Covid-19 à des patients qui en sont victimes suscite souvent chez eux un choc important. Qu'il convient d'accompagner dans le moment, mais aussi a posteriori, en lui livrant l'information dont qu'il est capable d'entendre à ce moment-là aussi, mais aussi d'être capable de revenir à son contact pour continuer à lui fournir les informations requises, à la fois pour sa situation personnelle, mais aussi par rapport aux précautions à prendre vis-à-vis de ses proches. Ayant travaillé durant la première vague dans un service d'urgence hospitalier, eh bien, cette question de l'annonce du diagnostic, et c'est encore le cas actuellement, s'accompagne souvent d'une forme de déni relatif. En tout cas, la première réaction de la personne, et c'est bien compréhensible, marque son incompréhension par rapport à la façon dont elle a pu en être victime. Alors comment travailler avec ça, et travailler avec ça à la fois en situation urgente et puis s'assurer pour le bien de ses proches aussi que la situation reste sous contrôle ou soit en tout cas gérée au mieux, c'est loin d'être évident pour les professionnels de la santé en l'occurrence. Alors, consentir librement la prestation de soins avec information préalable, c'est essentiellement ce que cette diapositive, parce qu'une personne malade, même s'il y a d'autres priorités dans une pandémie, va finalement avoir des conséquences sur sa maladie chronique ou sur sa situation d'urgence et va engorger le système, que ce soit les urgences ou ailleurs, maison médicale ou peu importe, parce que sa situation ne s'améliore pas. En plus de la préoccupation psychologique, émotive, et cette personne, on lui dit, vous avez le droit d'être soigné.
Mais la personne, elle aussi, peut prendre de mauvaises décisions en disant « je ne vais pas pour contrôler mon diabète de type 2, je ne vais pas à la clinique, je ne vais pas voir le médecin parce que j'ai peur que le COVID m'attende à la porte. » Donc, elle a le droit d'y aller. Mais dans les faits, est-ce qu'on a plus géré l'Eureka que certaines cliniques et les décisions qui étaient prises de bonne foi n'ont pas toujours été les meilleures. Donc, que ce soit de consentir librement à la prestation, ça a été mis de côté malheureusement très souvent, mais les personnes n'ont pas guéri ou n'ont pas été soulagées pour autant. Je vais rapidement, là, parce que je vois le temps avancer et j'ai perdu un bon moment. Ouais. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que consentir librement, qu'il s'agisse à la fois des professionnels d'ailleurs ou des patients, par rapport à des informations contradictoires, comment fonder sa décision alors qu'on voit que au fil du temps, des informations à propos des mesures prophylactiques et autres sont fondamentalement différentes dans le cadre de cette pandémie, qu'il s'agisse des mesures prophylactiques, comme le port du masque, la distanciation physique, mais aussi maintenant toutes les questions qui se posent en termes de vaccination. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans les présentations. La question des visites interdites, déjà évoquée aussi par Thérèse tout à l'heure, est une question qui est extrêmement sensible et sur laquelle j'espère on aura l'occasion de revenir aussi dans les questions-réponses, parce que c'était quelque chose dont les patients n'étaient pas conscients quand ils sont engagés dans les filières de soins, ce qui pouvait générer des tensions importantes dans le déroulé des opérations. Par ailleurs, on a pu observer quand même à certains endroits que certains patients, au moment par exemple où on leur prélevait on effectuait des prélèvements sanguins pour leur bilan, on prélevait l'un ou l'autre tube supplémentaire pour des essais cliniques, sans que ça leur porte préjudice, mais ce qui contrevient également aux règles éthiques et aux bonnes pratiques en matière d'essais cliniques, puisqu'on n'a pas obtenu leur consentement préalable non plus de façon systématique par rapport à ces actes. Là encore, la pandémie est un révélateur de toute une série de choses. Très brièvement, alors, Thérèse en a parlé également. Un des droits, c'est de savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession. Or, on l'a vu, il y a eu une situation d'exception et des lois dérogatoires qui ont été envisagées, 2 lois successives qui ont été envisagées pour autoriser des personnes non diplômées ou qui ne disposaient pas des compétences requises à poser des actes infirmiers, notamment. Ça pose énormément de questions en matière de sécurité des patients, questions qui, selon moi, n'ont pas été résolues à ce stade, et c'est l'avis des associations professionnelles et infirmières aussi, et les patients s'interrogent à ce sujet également. S'interrogent aussi sur la vaccination des personnels de santé. On entend que la vaccino-hésitation dans certains milieux de soins est quand même majeure. Alors, est-ce que le patient a le droit de savoir si le professionnel est vacciné ou pas, et de s'en enquérir? Voilà encore toutes des questions importantes, me semble-t-il, dont on pourrait discuter. André? Moi, je vais terminer là-dessus pour rattraper un peu le temps. C'est que ce que Dan dit est juste, mais aussi à savoir, est-ce que le professionnel a le COVID? Est-ce qu'il a pris toutes les mesures? Moi, comme patient, lorsque j'ai fréquenté des milieux, à l'occasion, je trouvais ça optimal, la façon que j'ai été accueilli. À d'autres moments, comme d'autres patients, c'était pas toujours, disons, conforme à un professionnel s'il était malade, s'il avait été atteint du COVID, est-ce qu'il avait fait toutes les désinfections nécessaires. Et quand je parle de confusion, ce sera mon mot de la fin pour l'instant, j'aimerais éventuellement en discuter avec vous, les juristes. Quand on parle d'informations qui sont transmises, je m'amuse dans les conférences à demander quelle est la différence dans l'anatomie respiratoire entre un Belge, un Français et un Québécois. Quand on parle de désinformation, ça fait partie du droit aussi. En France, pour les Français, la distance physique recommandée, c'est 1 mètre. En Belgique, c'est 1,50 m. Et au Québec, c'est 2 mètres. Le virus ne circule pas pareil, on n'expire pas pareil, on n'inspire pas. Donc, le premier droit
je pense, que ce soit dans le domaine ou dans la santé ou ailleurs, le premier droit, c'est d'avoir une information, de se faire dire la vérité et les choses de façon correcte. La mondialisation, ce n'est pas simplement un concept théorique. On doit apprendre ce que les autres font de bien et ce qu'ils font de mal pour qu'on puisse faire autrement. Alors effectivement, le temps joue contre nous, hein. On aurait encore aimé vous parler d'e-santé et de communication des résultats et les applications numériques en la matière. Évidemment, soulève non seulement des questions sur la circulation des informations, comme le dit André, mais aussi sur la protection de la vie privée. Toutes des questions, j'en suis sûr, sur lesquelles on va revenir ultérieurement, qu'il s'agisse de filières de soins, étiquetées Covid, d'unités dédicacées, étiquetées Covid. Il est évident que tous ceux qui sont hospitalisés en sont victimes, et d'échanges de données électroniques, on a eu l'occasion d'en parler. Alors, introduire une plainte auprès d'un service de médiation, certes, à nos yeux en tout cas, et André et moi partageons pleinement cette conclusion. Ce qui serait favorable et profitable, c'est plutôt de débriefer ensemble cette pandémie, continuer ce chantier qu'on ébauche aujourd'hui pour apprendre de la crise, et notamment au travers du vécu des patients dans une dynamique de co-apprentissage, pour aller vers un système de soins de santé résilient par rapport à ce type de crise, dans une dynamique de partenariat avec le patient. Voilà. Et si nous avions indiqué aux gens d'être partenaires de leurs soins bien avant la pandémie, ça aurait été plus facile pour tout le monde si tout le monde avait été dans un partenariat pendant une crise exceptionnelle comme celle-là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Yes, can you? Okay, share screen. Okay. Pendant que notre oratrice prépare, la suivante prépare sa présentation, petit problème technique, j'avais une petite anecdote sur la communication en santé. Parfois, quand nous étions aux urgences, nous avions des tests rapides, et les patients, donc je partage une petite anecdote en attendant, je ne sais pas si j'étais déjà en ligne ou pas. Donc parfois aux urgences, nous étions en train d'analyser, effectuer des tests PCR, tests nasopharyngés rapides, et parfois les patients recevaient un texto sur leur téléphone, les informant du résultat du test avant que nous-mêmes, professionnels de la santé, n'ayons pu en prendre connaissance. Et donc ça, c'est les merveilles de la technologie moderne, mais ça pose évidemment des questions dans le cadre de l'information aux patients. Je vais céder la parole maintenant à l'oratrice suivante, je pense. Okay. I don't know why my presentation doesn't work, but okay, I will try without PowerPoint slide.
I will have my presentation on English. I will start with the definition of the health policy. Health policy can be defined as decision plans and action that are undertaken to achieve specific healthcare goals within a society. According to the World Health Organization, an explicit health policy can achieve several things. It defines a vision for the future, it outlines priorities and expected rules of different groups, and it builds consensus and informs people. World health coverage is an effective implement for achieving health as a fundamental human right, but depend on countries' governments and insurance proposed on the alarming level of disease severity. The novel coronavirus pandemic is upending healthcare as a business, profession, and human relationship, and the possibility that other viruses will represent a world threat soon looks very real. Global public health policy relying on the United Nations Sustainable Goals and has strong focus on a patient with a chronic disease and ensures population-based prevention and chronic illness management. Patient care is a discrete and important aspect of the right to the health that merits attention and as a human right issue. Despite the goals and the clinic difference across people with certain medical condition, all these chronic states represent unique concerns for every patient at the personal level as coronavirus disease affect their follow-up care. What does that mean for inadequate access for the healthcare in the hospital lockdown? The patient management during the COVID-19 has laid bare long ignored risk, including inadequate health systems, gaps in social protection, and the structural inequalities. Therefore, the importance of basic public health shows the crucial strong health systems and emergency preparedness. Hospitals are put in the lockdown in all the world, not only Europe. Worldwide health authorities put hospitals by providing all emergency treatment and surgery. Up to date, the doctors dealing with the dilemmas of providing or postponing the already scheduled process with decision depends on the actual situation in the hospitals. But it's not explicit the guidelines process could be scary, and perhaps it's because health workers don't know just what to do as the health crisis put in the shadow of non-COVID patients. And then patients are faced with highly controversial interventions in their treatment and also accomplished restrictions in visiting their relatives, force the basic rights severely to be impaired. Furthermore, we call attention to the legitimate concerns regarding the potential for the violation of patient rights, because this protection should be always the first point out. Do we have here that we have a sufficient capacity in the world hospitals? So I take all informations from the Australia, from the United States, from all the Europe, and I see that everybody dealing with the same problem. During the initial wave of the COVID-19 pandemic, hospitals worldwide diverted resources from routine inpatient, critical care and outpatient clinics to meet the surge in demand. The COVID-19 might be affecting the hospitals for the next years, so sustainable development must go behind the national strategies and calls to take urgent action to stop the spread of the virus and avoid the potential risk of increasing deaths of other disease. International Council of the Patient Ombudsman has a strong consensus for improvement in communication to follow universal source control by diplomatic relation to providing non-COVID clinical care during the pandemic. The outcome of limitation in access to the healthcare to protect patients remains unclear. What we can learn from pandemic and hospital safe mode managing? We can learn only one, that we have a patient safety in the center of the leadership, communication, and of course, politics. Principle is to adopt and provide the necessary in-person clinical services for conditions other than COVID-19 in the safest way possible, minimizing disease transmission to patients, since no evidence that lessons in diagnostic and therapeutic processes show effectiveness in stopping the spread of the SARS-CoV virus. The impact of COVID-19 outbreak has raised significant concerns for patients. Moreover, increased the number of queries from health and social care organizations regarding specific patient rights they are treating and carrying on. For instance, considering that the number of cancer and other chronic disease cases diagnosed every year are increasing, the consequences of skip appointments is there will be a high number of undiagnosed conditions
that will not be detected until the following appointment when the disease could be worse and maybe no longer treatable. So we will have a higher rate of death from the cancer than from COVID-19. Follow-up consultations resulted in a package of recommendations for consideration by research units, educators, healthcare industry policymakers, and funding bodies to cover the current knowledge deficit in the field and to introduce integrative approach for advanced diagnostic, target prevention treatments tailored to the person and cost-effective healthcare. Most importantly, it should not come down to choice between COVID-19 treatment or cancer treatment or any other chronic disease, but both diseases should receive the same attention. The healthcare system should be reaching a point in which it can be able to treat all disease. On the front line, the COVID-19 evokes anxieties and fears, and more than ever before, health professionals need to protect and defend the fundamental rights and safety of their patients. It's not possible to accept a new normal only by treating the patients with suspected coronavirus. Then we have a worldwide statistic about tracking the new patients affected every day. And we need definitely to understand better the tracking statistics so that we clearly see how patients we affected in the relation to their non-COVID-19 health problem. Currently, we see many different numbers, and it's not clear whether deaths are due to COVID-19 or that occurred with but not directly from the COVID. Figuratively, that means if you are shot, did you die from gunshot or you died with a bullet? Next point, what is very important for the patient rights as a fundamental human rights is the COVID passports, because there we have an issue with the human rights. If not all people have to access to the vaccines, so that this cannot be mandatory. So this is a very big issue, and also we have reaction from the World Health Organization. We have reactions from the Human Rights Court in Strasbourg, and I'm dealing with that at the moment and trying to find the reason how to resolve that. Because if some people want to travel and they don't have access to the vaccine, that is a very, very big dilemma about COVID passports. Also, what is important to mention, it's European Patient Right Day, what is celebrated every year on 18 April. And this is the EU Charter of the Patient Rights and has following right to preventive measures, access to the healthcare information, right to consent, to free choice, to privacy, to respect patient time, to observance of quality standards, right to safety, to innovation, to avoid unnecessary suffering and death, to personalized treatment, to complaint, and to compensation. For the end, the expert recommendation point necessity to find the best response of the hospital care management without allocating other important disease and keep the patient informed on the risk and the needs of certain medical behavior. Further activities should be directed to recognize high-risk patients and to act on a preventive basis. Thank you for attention. And sorry for the presentation. I don't know why it's not showing. Ok, bonjour. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez les slides? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, on les voit. Ok, bonjour. Alors, voilà, on m'a donc demandé de parler d'un aspect assez spécifique qui a déjà été abordé indirectement à travers les interventions précédentes et qui concerne cette notion de certificat Covid et la question, enfin, ou toutes les questions que ça soulève. Alors, je vais très brièvement, dans le temps qui m'est imparti, d'abord vous expliquer un tout petit peu quelle est la genèse de ce certificat qu'on a qualifié dans un premier temps de certificat vert numérique, me pencher un peu sur le contenu exact de la proposition de règlement européen qui est en cours d'élaboration pour l'instant,
pour ensuite vous livrer quelques éléments d'une analyse critique et vous parler également des amendements qui ont été déposés justement suite aux critiques qui ont été formulées pour terminer sur une conclusion relative aux enjeux de santé publique que soulève une telle initiative. Alors, tout d'abord, concernant la genèse, le point de départ pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, c'est la fragmentation des réglementations nationales. On a très rapidement pu observer que chaque État venait avec ses propres restrictions à la libre circulation des personnes, que vous alliez en Italie, il fallait faire une quarantaine de 10 jours avec 2 tests PCR. Vous partiez en Espagne, c'était une quarantaine de 7 jours avec peut-être un test PCR, et dans d'autres pays encore, les restrictions étaient différentes. Et donc, ça rend évidemment les voyages extrêmement difficiles. J'ai d'ailleurs pu en faire l'expérience moi-même à l'aéroport, puisque je suis arrivé à l'aéroport au mois d'octobre pour voyager en Bulgarie, et on me dit, bah non, vous ne pouvez pas partir. Alors, je m'étais renseigné sur le site du ministère des Affaires étrangères. On m'a dit, vous ne pouvez pas partir en Bulgarie puisque vous n'avez pas de test négatif. J'ai dit, ben non, il ne faut pas de test pour la Bulgarie à ce moment-là. Et là-dessus, j'ai dû finalement appeler aux responsables qui eux-mêmes ne savaient pas, et donc on ne savait pas, oui, mais on va téléphoner au centre Covid de la Lufthansa, et donc après finalement 1 heure de palabres, on m'a dit non, c'est bon, vous pouvez partir, mais je ne vous dis pas les incertitudes et donc le stress lié à un éventuel retour sur mon arrivée. Et donc c'est le point de départ, c'est que manifestement ces restrictions nombreuses, multiples, très différentes, ce patchwork pose problème pour la libre circulation des personnes. Or, au niveau européen, la libre circulation des personnes est quand même un droit fondamental, c'est un principe de base, au point où des restrictions à la libre circulation des personnes sont certes permises, mais elles doivent être justifiées par des motifs de santé, par des motifs d'intérêt général, parmi lesquels figurent ceux qui nous intéressent aujourd'hui, évidemment, les motifs de santé publique. Et il appartient à l'État qui impose ces restrictions de prouver que ces restrictions sont de nature à réaliser l'objectif de santé publique. La Cour de justice, par le passé, a pu se montrer relativement sévère dans cette appréciation. Alors, suite à ça, suite à ces difficultés, le Conseil européen a tout d'abord adopté une recommandation, mais donc qui n'a pas une valeur contraignante au mois d'octobre, recommandation justement pour que les différents États membres œuvrent dans la même direction, dans le même sens, lorsqu'il s'agissait précisément d'imposer des restrictions au voyage. Mais on a vu que ça n'a pas du tout fonctionné, puisque certains pays, comme la Belgique par exemple, ont quasiment complètement fermé les frontières, alors que d'autres ont gardé des frontières beaucoup plus ouvertes, et donc il y avait de nouveau des différences très importantes, donc ça n'a pas été suffisant. Et c'est donc dans ce contexte-là, et pour ces motifs-là, qu'au départ, la Commission européenne, au mois de mars, le 17 mars, vient avec une proposition de règlement européen qui a été très vite qualifiée de passeport européen, de passeport vaccinal. À tort, comme on va le voir, mais il y a des choses à dire de ce point de vue-là. Et donc, c'est le but premier de cette proposition, c'est en réalité de faciliter la libre circulation des personnes. C'est en tout cas le motif officiel qui est invoqué par la Commission européenne. Alors, comment peut-on le faire? Comment peut-on faciliter cette libre circulation des personnes? Ben, en prévoyant en mettant en place un certificat. Et le voyageur, la personne qui voudra se rendre dans un autre État membre, devrait être muni de ce certificat. Alors, en quoi consiste ce certificat? Évidemment, c'est là, je dirais, le cœur du problème. Tout d'abord, ça peut être un certificat de vaccination. Mais, comme on s'en doute, ça ne suffira pas. Puisque s'il ne s'agissait que de ça, alors il aurait vraiment s'agi d'un passeport vaccinal, et la Commission européenne était aussi parfaitement consciente
du fait que dans certains États, la vaccination n'est pas obligatoire, que dans certains pays, la vaccination prend encore beaucoup de temps, qu'il y a des retards qu'il y a des stratégies de vaccination différentes. Et donc, il fallait prévoir autre chose comme alternative. Et comme alternative, ce qui a été prévu, c'est tout d'abord le certificat de test négatif. Vous avez un test négatif. Alors, de quel type de test s'agit-il? La proposition de règlement parle des tests PCR ou des tests rapides antigéniques, selon une liste qui est annexée de tests agréés, donc une liste qui est annexée à la proposition de règlement, en sachant qu'il appartient aux États membres de définir quels sont les tests qui seront admis. Mais donc, ça peut être l'un ou l'autre. Et alors, en fin de compte, il y a le certificat de rétablissement, c'est-à-dire l'hypothèse de quelqu'un qui a déjà fait une infection, qui est supposé avoir des anticorps et qui est donc rétabli et qui pourrait donc voyager en raison de cette supposée immunité. Ça, ce sont les 3 certificats possibles. Alors, quelles sont les données qui figurent sur le certificat? La question des données personnelles est évidemment aussi une question très importante dont il faut tenir compte. Cela a déjà été dit lors de la première intervention. Quelles sont les données qui figurent ici sur le certificat? Tout d'abord, l'identification du titulaire. Ensuite, des métadonnées du certificat, donc, qui est l'émetteur du certificat, éventuellement un numéro d'identification anonyme. Et alors ensuite, des informations sur le vaccin administré, ça évidemment c'est selon le certificat concerné, donc soit le vaccin administré, le test effectué ou encore les antécédents d'infection lorsqu'il s'agit d'un certificat de rétablissement. En d'autres mots, on est en train ici de parler de données médicales. Et tout juriste qui travaille un peu sur la protection des données personnelles, c'est que dès qu'il s'agit de données médicales, il y a des signaux d'alerte, il y a des clignotants dans tous les sens qui doivent partir parce que on sait que le traitement de ces données, il s'agit de données qui sont considérées comme très sensibles, et donc il s'agit de données dont le traitement est en principe interdit, sauf exception. Donc on a inversé la règle. Normalement, vous pouvez traiter les données moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Ici, le traitement de données est en principe interdit, sauf exception. Il faut pouvoir justifier d'être dans une de ces exceptions. Ce que la Commission justifie, effectivement, au regard du RGPD, elle invoque l'une des exceptions pour dire, voilà, ce sont des données médicales qui peuvent être traitées ici. Alors, par contre, toujours sur les données personnelles, il n'est pas question, dans ce projet, d'établir une sorte de registre central, au niveau européen en tout cas, dans lequel seraient stockées ces données, dans lesquelles ces données seraient conservées. Ça a été assez clairement dit dès le départ. En revanche, ce que l'on ne sait pas, ce qui n'apparaît pas très clairement, c'est à qui ces données peuvent être transmises dans le cadre notamment de la vérification de ces certificats. Lorsque vous arrivez quelque part, bon, les douaniers vont y avoir accès à ces données. Est-ce qu'il y a d'autres services étatiques qui vont avoir accès à ces données? On ne le sait pas. Il n'y a pas non plus, il n'est pas prévu en tout cas pour l'instant qu'il y ait une sorte de liste des autorités par État membre qui sont les autorités qui ont accès à ces données. Et donc, je dirais, dans le cas le plus absolu, vous ne savez pas si vous allez par exemple en Italie, que ce soit pour le travail ou pour les vacances, vous avez ce certificat, vous ne savez pas si vous partez en voiture, si vous faites l'objet d'un contrôle routier par exemple par la police, si la police a accès à ces données ou non, puisqu'on ne sait pas si ça fait partie de ces autorités. Alors, nous avons analysé, donc ensemble avec le collectif dont je fais partie, nous avons procédé à une analyse juridique de cette proposition, mais d'une analyse juridique pour laquelle nous nous sommes fait assister par des médecins, par des virologues, bref, par des gens qui
qui comprennent aussi les enjeux scientifiques de la proposition. Et nous avons formulé un certain nombre de critiques au terme d'une analyse de 25 pages que nous avons transmis à un certain nombre d'eurodéputés. Alors, quelles sont les critiques qu'on a pu formuler? D'abord, pour qu'une proposition comme celle-là puisse fonctionner, il faut savoir évidemment de quoi on parle. Et il faut que l'on puisse atteindre aussi l'objectif visé par la mesure. Or, ici, on constate qu'il y a encore trop d'incertitudes scientifiques. Il y a notamment des incertitudes scientifiques autour de la possible contamination par des personnes vaccinées qui pourraient encore faire une infection asymptomatique et éventuellement être contagieux. Dans un certain nombre de pourcents, en tout cas, cela peut être constaté, mais avec des variations aussi selon le type de vaccin concerné. Et donc, ça veut dire aussi que tout l'objectif qui est de dire, voilà, on veut que les gens puissent voyager sans qu'il y ait de transmission du virus, cet objectif d'empêcher la transmission du virus, en réalité, paraît déjà doit déjà être fameusement relativisé au regard de cela. Mais au-delà de ça, ça pose également des problèmes juridiques. Et pour les problèmes juridiques, alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que certains de ces problèmes juridiques découlent notamment des incertitudes scientifiques. Donc les deux sont liés. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette étude, cette analyse de manière interdisciplinaire. Alors quels sont ces problèmes? Tout d'abord, il y a un problème de proportionnalité. En droit européen, lorsque on apporte une restriction à la libre circulation des personnes, il faut que cette restriction soit à la fois proportionnelle, et proportionnelle veut dire en droit, c'est-à-dire nécessaire pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Et donc là, déjà, avec les incertitudes scientifiques, c'est pas sûr que le problème de la proportionnalité soit vraiment rencontré. Et que proportionnel, ça veut dire aussi que ça ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser la mesure. Pourquoi, par exemple, prévoir qu'on va massivement soumettre tous les voyageurs à un test alors que ça concerne qu'un pourcentage limité de la population? Pourquoi est-ce qu'on prévoit des systèmes qui s'appliquent sans aucune différenciation, par exemple, en fonction de la situation sanitaire dans les pays? Est-ce que si je voyage je prendrai une caricature puisque ça n'existe plus les zones vertes, mais si je vais voyager d'un pays qui est en zone verte vers un autre pays qui est en zone verte, on pourrait quand même me demander un certificat de ce type-là, alors qu'on voit très bien évidemment qu'il n'y a aucune nécessité. Et donc l'absence de prise en compte de la situation sanitaire dans le pays d'origine et dans le pays de destination pose également problème en termes de proportionnalité. Alors ça pose des problèmes de discrimination, d'abord parce que pour les tests, il y a un certain coût. Là où, par exemple, les gens n'ont pas encore pu avoir accès au vaccin, nécessairement, ils doivent retomber sur les tests. Pour les tests, ça représente un certain coût, en tout cas selon les types de tests aussi. Les coûts n'est pas le même s'il s'agit d'un test PCR ou d'un test rapide. Mais il y a déjà des difficultés là. Et donc, si la Belgique, par exemple, demain décide que seul le test PCR pourrait être pris en compte pour obtenir ce certificat, et que mon test PCR, c'est un coût plus ou moins de 50 €, si vous partez en famille en vacances, ça fait directement un budget de 200-250 €, dépendant du nombre de personnes qui doivent se faire tester. Donc, il y a ce problème de coût qui a été pas mal mis en avant. Problème de discrimination qui pourrait résulter aussi précisément des différentes stratégies de vaccination, etc. Enfin, je vous passerai les détails parce que je vois que mon temps avance à une allure fulgurante. Problème de discrimination, également des problèmes de protection des données personnelles. Très clairement, puisque précisément, comme je l'ai déjà évoqué, on ne connaît pas les autorités nationales qui peuvent être amenés à traiter ces données et éventuellement à les conserver, on ne le sait pas. Alors, l'objectif n'est évidemment pas, ça c'est dit dans le texte, de créer un registre
centralisé avec toutes ces données, mais en même temps, ces données peuvent quand même atterrir dans les différents États membres auprès d'autorités qui n'ont peut-être pas nécessairement vocation à avoir accès à ces données. Donc, c'est également un problème à prendre en compte. Et en fin de compte, une dernière question, c'est est-ce que, selon une certaine analyse en tout cas, il pourrait être plaidé, s'il devait y avoir un recours, il pourrait être plaidé qu'on pourrait voir dans ce type d'exigence de certificat une sorte d'obligation de vaccination de facto, ce que l'Union européenne n'a pas la compétence pour imposer, et donc seuls les États membres pourraient imposer une obligation de vaccination. Or, il y a un certain nombre d'États membres qui ont fait le choix de ne pas imposer l'obligation de vaccination précisément. Pourquoi est-ce que je dis une obligation de vaccination de facto? Parce que, en réalité, certes, il y a l'alternative du test, certes, il y a l'alternative du certificat de rétablissement. Le certificat de rétablissement, bon, supposer qu'on ait envie d'aller s'exposer pour faire l'infection, pour ensuite pouvoir voyager, c'est pas une solution, c'est évidemment loin d'une solution idéale, on l'aurait compris. Mais alors, la question des tests, évidemment, c'est tout de même une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des gens, qui prévoient un voyage, qui réservent un voyage, qui réservent les billets, et puis qui, 48 heures ou 72 heures avant le début de leur voyage, apprennent que ben voilà, le test est positif et ils ne peuvent pas partir. C'est un risque que beaucoup de gens ne veulent pas prendre, et donc le discours ambiant le discours ambiant, c'est de dire, ben, je veux voyager. J'ai peut-être pas spécialement envie de me faire vacciner parce que, enfin, pour diverses raisons, quels que soient les motifs peuvent être très personnels, légitimes ou pas, mais je n'ai pas envie de me faire vacciner, mais je vais quand même le faire pour pouvoir voyager. Et là, on a l'impression qu'on est en train de glisser vers une obligation de vaccination. En tout cas, c'est un argumentaire qui pourrait tenir devant le tribunal de première instance de l'Union européenne. Dernier point, c'est les problèmes d'efficacité, parce que dans la proposition, il y a un article 10 qui dit ceci: les États membres peuvent exiger des titulaires du certificat une quarantaine, un test préventif ou même leur interdire l'accès au territoire. En d'autres mots, ce qu'on fait ici, ce n'est pas une harmonisation des restrictions qu'on peut imposer pour la santé publique, on en rajoute simplement une couche en disant que même si on a le certificat, eh bien, on peut encore vous imposer une quarantaine ou un test à l'arrivée, voire même vous interdire l'accès au territoire. Et certains États membres ont déjà annoncé qu'ils allaient probablement s'engager dans cette voie, comme par exemple l'Italie. Et ça, évidemment, ça rend toute la mesure un peu inutile. C'est un peu un coup dans l'eau, puisque tout le but, c'était précisément d'éviter ces restrictions nationales. Donc, suite à l'analyse qu'on a assez bien diffusée et qu'on a communiquée à toute une série de parlementaires, les contacts qu'on a pu avoir avec des groupes au Parlement européen, il y a un amendement qui a été voté hier soir, les débats ont eu lieu hier matin, et un amendement a été voté qui répond à un certain nombre de ces critiques que je viens de formuler, mais malheureusement pas toutes. Alors d'abord, le certificat, dit-on, ne sera pas une condition de libre circulation, en raison notamment des incertitudes scientifiques liées à la possible infection ou non d'une personne vaccinée. Bon, ok, si le certificat n'est pas une condition de libre circulation, on voit très mal aussi comment il pourrait rétablir la libre circulation, mais c'est un autre débat. La gratuité, alors ça évidemment c'est un élément important puisqu'on avait identifié cet élément, cette absence de gratuité comme un élément comme un véritable problème qui pourrait être la source de discrimination. Gratuité et rapidité des tests devraient être prévus en sachant que d'abord il y a une directive de 2004 qui prévoit la gratuité, mais uniquement des examens médicaux qui sont imposés par l'État d'accueil. Or, ici, on ne parle pas d'un examen médical qui est imposé par l'État d'accueil, et donc la gratuité devrait être prévue expressément. Or, la Commission européenne estime que ça, c'est une question qu'ils ne peuvent prévoir dans ce règlement, mais que c'est de la compétence des États membres. Donc, il y a là encore de beaux débats en perspective.
La durée serait limitée à 1 an, donc la durée de validité du certificat serait limitée à 1 an. Et on supprimerait cet article 10, c'est-à-dire qui prévoit la possibilité de restriction nationale, ce qui est une amélioration tout à fait considérable parce que ça rendait effectivement tout le truc inutile, sauf que ça va rendre probablement les négociations extrêmement difficiles avec le Conseil européen, puisque hier le Parlement européen a voté là-dessus, mais il faudra encore trouver une position commune avec le Conseil européen. Et là, ce sont les États membres, en gros, le Conseil européen. Et là, il est fort à parier que les États membres n'accepteront pas tout simplement cette suppression de leur pouvoir d'imposer des mesures additionnelles, ce qui me fait dire qu'il y a finalement peu de chances que le projet puisse aboutir avant cet été, puisque les positions me paraissent quand même assez éloignées. Alors, des enjeux en termes de politique de santé publique, je vais juste les évoquer ici parce que je pense que ce serait plus intéressant d'en parler dans le cadre d'une éventuelle discussion ou de questions. Est-ce que finalement, ça ne risque pas d'aboutir à une obligation de facto une obligation de vaccination? Est-ce que ça a vraiment un sens alors qu'on n'est pas, on dit souvent, le passeport vaccinal, c'est quelque chose qui existe déjà, tout le monde connaît les petits carnets jaunes quand on voyage en Afrique, sauf que la logique est un peu inversée ici, puisqu'on affirme que le passeport vaccinal sert à protéger les autres, et pas le voyageur, alors que l'objectif du carnet jaune, c'est principalement de protéger le voyageur. Et donc, c'est pas du tout la même logique. Donc voilà, c'est une question qu'il faut se poser aussi, tout en sachant que l'OMS a quand même pris une position assez claire contre les initiatives en matière de passeports vaccinaux qui vont dans le sens d'un passeport vaccinal, et qu'aux États-Unis aussi, le gouvernement fédéral a précisé qu'il n'émettrait pas des passeports vaccinaux. Plusieurs États d'ailleurs avaient déjà été dans ce sens-là aussi. Et enfin, il faut se demander quel va être l'impact de quelque chose comme ceci pour les États membres au niveau national. Est-ce que finalement, on ne va pas transposer un système pareil au niveau national avec une société qui finalement deviendrait une sorte de société à 2 vitesses, puisqu'il faudrait montrer patte blanche pour aller au cinéma, au concert, restaurant, etc. Et là, il y a des véritables questions éthiques ou de bioéthique sur lesquelles, en tout cas en Belgique, le comité de bioéthique se penche pour l'instant. On attend un avis pour le mois de mai. Et on attend également un avis du comité européen d'éthique. Donc voilà, ce sont des vraies questions d'enjeux qui sont soulevées par ce genre d'initiatives et qui sont vraiment pas simples, je pense. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Un tout grand merci Eric et un tout grand merci à tous les participants, les intervenants. C'était extrêmement intéressant et très complémentaire de croiser les perspectives. Alors, dans le chat, il n'y a pas énormément de questions. Il y a plutôt des questions liées. Il y a une question directement pour... c'est plutôt une réflexion de Arnaud Brunel qui est plutôt adressée, je pense, à Dan et à André, qui fait remarquer que concernant les visites des proches dans l'hôpital où ils travaillent, les visites sont autorisées uniquement en unité de soins intensifs, mais c'est donc pas très évident pour les patients qui doivent sortir de l'USI. C'était peut-être une réflexion un petit peu transversale. Puis une question aussi de Jessica Martini. Pour Dan et pour André, est-ce que vous avez entendu qu'il y aurait une réflexion au niveau politique notamment sur comment renforcer le système de santé pour éviter justement que les hôpitaux doivent trier les patients à l'avenir et qu'on puisse assurer la continuité des soins? En effet, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réflexions en Belgique, en tout cas sur cette question du renforcement du système de santé. This question is also for Jasna. Have you heard of other countries where the politicians have decided to strengthen the health systems to respond to future pandemics? C'est peut-être une première salve de questions pour Dan et pour André. Et puis alors, j'ai aussi une question pour les juristes que je poserai après votre réponse.
Merci Elisabeth et merci à Arnaud et à Jessica aussi pour leurs questions et leurs interventions. Alors, pour répondre directement à l'interpellation concernant l'avenir du système de soins de santé, je pense qu'à ce stade, à ma connaissance en tout cas, détrompez-moi si quelqu'un a d'autres informations, il n'y a pas d'états généraux du système de soins de santé qui soit prévu pour penser l'après Covid-19 et réfléchir à comment tirer des leçons et des enseignements de cette crise. On peut d'une part l'appeler de nos voeux, certainement. Je pense que certaines associations professionnelles ont déjà émis des souhaits dans ce sens. Ce qui serait intéressant, bien entendu, en tant qu'académique et de voir comment on souhaite s'associer ou initier ce type de réflexion, peut-être Elisabeth. Certainement en y associant des patients partenaires pour l'amélioration de la qualité des soins, dans une dynamique, comme André et moi le suggérions, de co-apprentissage pour la suite. Je pense que l'initiative peut venir de divers endroits, peut-être aussi d'ailleurs des patients. André, je te passe la parole. Micro, André, micro. Excusez-moi. Il n'y a pas de démarche actuellement, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, dans ce sens-là. Mais bien avant le COVID, et ça a été mis en exergue avec le COVID, il y a du triage de patients, comme on va également déterminer un jour si on donne un médicament pour le cancer à telle personne parce que les coûts sont élevés, parce qu'il a l'âge, la personne est à un âge avancé. Très souvent, les gens interviennent dans les 7-8 dernières années en me disant on fait un triage parce que je suis trop vieux, on fait de l'âgisme, ou on fait ceci parce que je ne correspond pas aux critères des recherches qui ont été faites. Je pense qu'il ne faut pas prendre l'intervention comme étant une question, mais comme une proposition. Alors, il faut faire quelque chose, et je peux vous dire que j'ai déjà commencé à réfléchir là-dessus pour proposer éventuellement des discussions. On pourrait peut-être se rencontrer, Elisabeth, Dan et d'autres intervenants, pour dire éventuellement, mais qu'est-ce qu'on peut proposer de manière commune? Et j'ai vu des reportages, je n'aimerais pas les hôpitaux, mais un peu avant le COVID, on s'insurgeait, les médias traditionnels faisaient des lignes ouvertes ou des choses semblables, où on disait, mais comment se fait-il que dans tel hôpital, on choisit les patients pour faire tel soin ou tel autre? Il y a aussi des priorités pour les maladies, pour le système de santé, ce qui est remboursé et à quel niveau. Donc, ce genre d'intervention-là sera importante à faire, à mon avis. Et s'il y a quelque chose qu'on peut retirer de positif du COVID, c'est qu'il va accélérer le processus de questionnement sur des éléments du système de santé qu'on n'avait pas auparavant. Merci. Jasna, you want to intervene? Yes, it's very interesting what you said before. Yes, we have definitely problem with the low-income countries. We are watching scenario in India now without any responsibility, without organization, and we can see that people dying without any reason. So there will no be responsibility after that. Some of the systems, healthcare systems, are not up to date with the modern medicine. But Belgium, what I noticed, that they show very good organization in providing healthcare to the patients, despite the very strong efforts of the doctors in the hospitals. But other countries, it is not the same in all countries. So there was an issue in Italy, in Croatia, in the Spain. There was a very big issue with the patients who die from the other disease. They didn't have access to the healthcare. And there is also one thing for discussion, because there is a difference between private healthcare system and public healthcare system. So where is a public healthcare system, there was a more or less good result. But for example, in the private system, if you don't have an insurance, they don't care if you are infected or not. So you can be freely stay at home or walking in the town if you don't have insurance to cover hospitalization or treatments. So that is a very big issue.
Ok, merci. En effet, donc cette question de la préparation aux épidémies futures, parce qu'il ne faut pas croire que ça n'arrivera plus, tout laisse entendre que ça reviendra à l'avenir. Donc des questions en termes de préparation aux épidémies qui restent à creuser. D'ailleurs, notre collègue Jessica Martini travaille un petit peu sur la question. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Jessica. Micro? Au micro, oui. Ah, oui, et je vais essayer de regarder la caméra aussi pour que vous voyez mieux. Oui, merci. Mais donc, merci pour vos réponses parce que donc, allez, je trouve ça étonnant qu'à un an du début de la pandémie, on n'ait pas encore commencé à réfléchir à comment résoudre tous ces problèmes alors que, voilà, tout ce que vous avez montré, c'est vraiment toutes les difficultés que se sont posées, on continue à réfléchir comme si on est toujours dans l'urgence, au fait. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut, soit en tant qu'académie, en tant qu'association de patients, en tant que patient, commencer à lancer la réflexion. Et il y a énormément de choses qui sont déjà écrites sur comment préparer, voilà. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être apprises de la littérature déjà et de l'expérience qu'on a de cette année. Il me paraît temps, en tout cas, de commencer à réfléchir au renforcement général du système de santé, pas juste à vacciner, à fournir des masques. Voilà, j'ai l'impression encore qu'on est un peu dans la gestion technique et ponctuelle là, de la pandémie, plus que dans une vision un peu systémique et globale. Mais, voilà. Elisabeth, si tu me permets, oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose, quelques secondes, pour dire ce que j'évoquais tantôt, c'est oui pour le bien-être des patients, mais il ne faut pas perdre de vue le bien-être des professionnels de la santé dans le cadre de leur fonction. Quand ils sont obligés de faire face à une famille pour dire à votre maman, à cause de son âge ou du coût du traitement, on ne fera pas le traitement nécessaire qui serait humainement, il faut aussi préparer les professionnels à ça. Donc, il faut qu'on travaille en co-construction, en apprentissage, comme le disait Dan, qu'on trouve des pistes de solutions humanistes à travers tout ça. Et les juristes vont pouvoir venir appuyer sur les droits, sur les devoirs, mais sur les responsabilités de chacun aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'histoire de la gestion des épidémies montre toujours que les solutions, elles doivent être co-construites avec les personnes concernées, avec les populations et avec les gens du terrain. Donc, très important, il faudrait que nos politiciens s'en rappellent. Puis, j'ai une question pour les deux juristes parmi nous. Et merci à vous deux d'apporter vos compétences de la discipline des sciences juridiques. Donc, on est en pleine campagne de vaccination, avec une très forte pression politique et médiatique pour faire avancer la vaccination contre la Covid en Belgique. Mais d'un autre côté, ces vaccins n'ont encore qu'une autorisation temporaire et ils sont encore en phase de quatrième phase, disons, de test d'essais cliniques. Comment concilier ça avec le droit des patients à l'information et au consentement éclairé? Teresa, je vous laisse. Moi, je dirais deux choses par rapport à ça. Je dirais d'abord que tout ce qui est lié à l'information et au consentement du patient se fait évidemment en lien avec les informations qui sont disponibles au moment où les décisions doivent être prises. Et non seulement elles doivent être disponibles, mais elles doivent être actualisées, elles doivent être scientifiquement fondées et elles doivent pouvoir être explicables. Donc, le consentement, c'est une donnée dynamique, mais c'est une donnée qui s'apprécie à un moment donné par rapport à une décision donnée. La vaccination, le choix d'être vacciné ou pas, il se fait maintenant. Et donc, il y a là une obligation positive de nos autorités de pouvoir mettre à disposition cette information. Deuxième élément, il y a un avis récent du comité consultatif de bioéthique qui a été rendu justement sur la question de la vaccination. Enfin, il y en a eu plusieurs, je cite le dernier en date, qui, pour différentes raisons, met en évidence qu'il est éthiquement légitime pour les autorités de proposer une vaccination. Parce qu'on est face à une maladie hautement contagieuse, parce qu'on est face à une maladie qui peut amener à des séquelles sévères, voire au décès, parce qu'on est une maladie face à laquelle il n'y a pas pour l'instant de traitement disponible. Et que donc, dans un souci de protection de la population
et de santé publique, il est légitime pour les autorités de proposer ce choix. Donc là aussi, c'est un élément, je pense, important à pouvoir mettre en place. Sur le plan de la responsabilité, c'est vrai que j'aimerais vous répondre de manière plus précise, mais je dois reconnaître que nous n'avons pas des informations ou les informations suffisantes. On l'a dit plusieurs fois, les contrats qui ont été passés avec les firmes pharmaceutiques ne sont pas disponibles. Nous n'avons donc pas vraiment apprécié les conditions des responsabilités éventuelles et nous sommes plutôt dans une situation où l'État nous dit ce que les contrats ne prévoiraient pas, eh bien l'État pourrait, je parle au conditionnel parce que vraiment je n'en ai pas d'assurance, assumer une responsabilité, mais alors même que la vaccination n'est pas obligatoire et qu'elle est volontaire, ce qui change évidemment le régime juridique d'appréciation de la responsabilité. Voilà, je laisse vite la parole à Eric s'il a des éléments complémentaires, bien sûr. Et avant que l'autre juriste intervienne, je vais vous demander de répondre à la question suivante aussi qui m'est posée autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Il y a des patients qui consentent à avoir le vaccin. Ils ont le droit de refuser, mais s'ils consentent, on ne leur donne pas le nom du vaccin qu'ils vont avoir. On va leur donner après qu'on les ait vaccinés. C'est un consentement un peu mitigé, ça. Juridiquement, ça tient la route ou pas? Écoutez, je vais être prudente parce que je ne connais pas les pays dans lesquels ça se passe. Ça ne se passe pas en Belgique, hein, puisqu'en Belgique, vous savez effectivement le vaccin que vous allez recevoir. Et donc, j'avoue que ne connaissant pas les hôpitaux dans lesquels les pays dans lesquels ça se pratique et donc leur système juridique, j'ai un peu de mal à vous répondre comme ça. D'autant que ce n'est pas d'application en Belgique. Je pense qu'en Belgique, ça ne pourrait pas être le cas puisque ça fait partie d'un élément de l'information. Malheureusement, j'ai 2 patients partenaires qui ont reçu l'information de leur vaccin après avoir reçu, et c'était en Belgique. Maintenant, on n'a pas en Belgique le choix du vaccin, ce qui est autre chose. On peut le connaître, mais on n'a pas le choix du vaccin. Après. Ah voilà, ok, merci. Oui, alors juste en réponse à la question d'Elisabeth, peut-être que je vais commencer par la question de la responsabilité. Sur la question de la responsabilité, bon, ayant travaillé sur les contrats et analysé les différentes clauses d'exonération de responsabilité dans les contrats conclus avec les fabricants des vaccins, il est absolument clair qu'en vertu de ces clauses, les fabricants de vaccins déclinent toute responsabilité, n'assument aucune responsabilité pour tout ce qui pourrait aller mal. Et donc, toute cette responsabilité-là, elle incombe aux États membres. Donc ça, c'est un premier point. Alors, on a fait une analyse de ces clauses. Ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, au regard du droit belge, ces clauses ne sont déjà pas valables. Donc, du coup, la question de la responsabilité est extrêmement complexe, parce qu'à la fois, on se retrouve avec des clauses qui ne sont pas valables, on se retrouve avec une absence d'obligation de vaccination, mais avec une incitation très forte à la vaccination, ce qui pourrait être aussi une cause de responsabilité, une source de responsabilité. Donc, c'est une question qui est extrêmement complexe et bon, voilà, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Sur la question même du consentement, je dirais que moi, je suis un tout petit peu perplexe par rapport à la stratégie de vaccination, et je parle peut-être pas en termes médicaux, parce que je ne suis pas bien placé pour le savoir, mais en tout cas en termes de consentement. Je pense qu'on aurait pu résoudre ce problème de consentement si on avait accepté de faire entrer en ligne les médecins généralistes, les médecins de famille, qui, eux, connaissent leurs patients et qui peuvent fournir une information individualisée sur l'intérêt ou non de se faire vacciner, tout simplement, puisque l'intérêt de se faire vacciner n'est pas le même, je pense, pour une personne qui a 30 ans et qui est en parfait état de santé que pour quelqu'un qui a 65 ans ou qui présente des comorbidités. Et donc là, je pense qu'il n'y a personne qui connaît mieux son patient que le médecin et qui peut aussi mieux éclairer le patient que le médecin. Parce qu'on parle de l'information. Pour l'instant, malheureusement, les gens se basent uniquement, quasiment, sur ce qu'ils lisent dans la presse. Et là, on n'est pas du tout dans une logique, comme le disait Thérèse, il faut quand même avoir des informations scientifiques vérifiables, solides,
pour prendre ce genre de décision. En tout cas, ne pas se baser sur des informations comme ce qu'on lit dans la presse, qu'on voit peut-être passer sur les réseaux sociaux, ce qui est encore pire. Et donc, là, il y a, je pense, un vrai problème parce que les personnes qui pourraient vraiment fournir cette information, je dirais, scientifiquement valable, elles sont exclues du circuit en quelque sorte. Et pourquoi? Parce que la stratégie de vaccination a fait le choix, en termes de stratégie de vaccination, on a fait le choix de vacciner tout le monde et pas de vacciner seulement les personnes vulnérables. Et donc voilà, ça c'est, je pense, un élément de la réponse. Donc en termes de consentement, il y a effectivement un problème. Le consentement n'est sans doute pas éclairé, mais je pense que ce problème est lié aussi au fait qu'on a exclu du circuit les médecins généralistes qui, eux, peuvent vraiment fournir cette information. Et c'est vrai que moi, si je me pose la question tous les jours, est-ce que je vais me faire vacciner, est-ce que ça présente un intérêt dans mon cas, ou voilà, je voudrais en parler à mon médecin généraliste, évidemment, c'est la première personne à qui je voudrais en parler. Et voilà, mais la vaccination ne passe pas par là. Si tu permets, Elisabeth, juste une petite réaction par rapport à ce qu'Éric vient de partager avec nous. Il y a un double intérêt, évidemment, à se faire vacciner. Il y a se protéger et puis il y a protéger les autres. Et donc, cette protection, ce rôle de bouclier vaccinal est celui, évidemment, qui est recherché par les autorités publiques et de façon tout à fait légitime en proposant une vaccination à l'ensemble de la population. Si on avait eu le vaccin en quantité suffisante, cette question ne se serait pas posée de la même façon, bien entendu. Ici, il y a une priorisation simplement en fonction des groupes à risque et les plus à risque de présenter des formes graves de la maladie. Donc, comme pour toutes les maladies infectieuses, et ça c'est une dynamique qui est bien connue aussi par nos amis épidémiologistes, il faut atteindre des pourcentages de couverture vaccinale extrêmement élevés pour pouvoir garantir qu'effectivement tous et toutes nous soyons à l'abri de ce virus. D'autre part, le Covid-19, le SARS-CoV-2 plutôt, évolue. Aujourd'hui, troisième vague, dans les services d'urgence, nous avons des patients jeunes, nous avons des patients de 30, 40 ans, en nombre beaucoup plus important, de façon statistiquement significative, on le verra a posteriori, que dans les vagues précédentes, qui présentent des formes qui nécessitent des hospitalisations, de l'oxygénothérapie, voire des séjours en soins intensifs. Et si pour le moment nous voyons une décrue lente du nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, Arnaud pourra confirmer sans doute s'il est encore avec nous, eh bien c'est parce que ces personnes sont plus jeunes aussi et donc ont des capacités de résistance supérieures qui permettent d'espérer bien entendu qu'elles s'en sortent mieux, mais qui font en sorte qu'elles occupent des lits plus longtemps aussi au niveau des soins intensifs. Donc cet intérêt de la couverture vaccinale la plus large possible, je pense, ne fait plus débat au sein de la communauté scientifique. Là où effectivement je te rejoins, c'est en termes d'implication des médecins généralistes, mais là également je pense qu'il faut mettre un bémol important, c'est que tous et toutes en tant que citoyens, je veux dire, nous n'avons pas le même type de relation avec nos médecins spécialistes ou nos médecins généralistes. Il y a toute une partie de la population, les populations les plus vulnérables notamment, qui échappent complètement à ces considérations aussi de lien avec des médecins de médecine générale et qu'il faut aller chercher sur leur terrain également si on veut les informer pour, comme tu le dis très bien, ne pas faire en sorte que ce soit par les réseaux sociaux qu'ils récoltent des informations qui sont partielles et en général incorrectes quand on a l'occasion d'en discuter avec eux. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu majeur, je crois, c'est l'information, mais malheureusement, le canal des médecins généralistes restera un canal intéressant, mais insuffisant pour aller chercher toutes ces populations sur leur terrain par rapport pour discuter avec elles de ces stratégies de vaccination et de l'intérêt de la vaccination, notamment.
Merci beaucoup. Je vais quand même un petit peu te contredire parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de débat au sujet de l'intérêt de la stratégie de vaccination, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a justement quand même un débat qui est mené justement sur les questions du pouvoir de protection des autres des vaccins actuels, de la durée de protection des vaccins et des effets à plus long terme qui sont bien entendu inconnus vu la nouveauté de la maladie, vu la nouveauté des vaccins et vu les mutations qui continuent de se faire. Je pense qu'il y a eu encore une contribution anonyme qui nous rassure sur le fait qu'il y a une task force mandatée par le ministère, le SPF Santé, qui travaille justement sur les objectifs de soins de santé 2022-2024 et l'efficacité des soins pour formuler des propositions pour les années à venir avec des collègues de l'ULB qui sont impliqués. Donc ça nous rassure. On espère que le système de santé va pouvoir être durablement renforcé pour ne plus justement mettre ni les patients ni les prestataires sous aussi haute pression à l'avenir. Est-ce que un mot de la fin? Sinon, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos contributions respectives. Je ne peux que vous encourager à continuer la réflexion, éventuellement à écrire quelque chose sur base de ce qui a été discuté aujourd'hui, hein, comme le suggérait André, pour faire avancer, disons, le débat sur la question des droits des patients en temps de pandémie. Merci à tous. Et bon après-midi. Et j'en profite pour faire l'annonce pour le prochain webinaire de l'École de santé publique qui aura lieu le 20 mai et qui se penchera maintenant sur les politiques de riposte à la Covid en Afrique du Nord et de l'Ouest, avec des intervenants venant du Maroc, de Mauritanie et du Sénégal. Notez dans vos agendas, prochain webinaire le 20 mai. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, c'était Magali Pierson.